Ravi de savoir que vous êtes très nombreux, mesdames, messieurs, à nous suivre sur la chaîne panafricaine Africable Télévision. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Agoraji, la tribune d'information et de sensibilisation de la jeune génération. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a suspendu dimanche dernier le Mali de toutes ses instances, de même que l'Union africaine en réaction à la nouvelle crise que connaît le pays. La décision a été prise à l'issue d'un sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale tenue dans la capitale ghanéenne, Accra. Un nouveau coup dur pour le pays qui a déjà subi des sanctions de l'organisation commune ouest-africaine lors du premier coup d'État en août dernier. Que vous inspire cette nouvelle décision de l'institution sous-régionale? Agoraji pose les débats. Justement, pour aborder les sujets, nous recevons pour vous sur ce plateau Dr Mohamed Kassoum Djire, coordinateur national de la jeunesse EMK, M5 RFP. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous recevons également Dr Papa Oumar Traoré Yelema. Docteur, bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous recevons enfin Abdullah Nyang, journaliste porte-parole de l'association Faso Ni Dambe. Monsieur Nyang, bienvenue sur ce plateau. Merci bien et bonjour à tous et à toutes. Et Monsieur Cheikh Oumar Doumbia, président de Youth Change for Mali, va nous rejoindre au cours de cette émission. Bienvenue chers invités, bienvenue fidèles téléspectateurs de la chaîne panafricaine Africable Télévision. Nous commençons par vous. Est-ce que selon vous, ce coup d'État des militaires contre les présidents de la transition et les PM Mokhtar Wane était-il prévisible, docteur Papa? Alors, bonjour à tous les téléspectateurs de Africable, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour à vous-même Maïga. Avant toute chose, formulons encore une fois des prières pour le Mali qui est dans l'impasse depuis plusieurs années. Comme je l'ai dit toujours, nous continuons à nous battre. Chaque épisode est nécessaire, chaque passage est nécessaire pour l'éveil des consciences, pour la construction d'une nation. Alors on continue de prier, on se bat, et que Dieu nous donne une longue vie et une porte de sortie pour un Mali meilleur. Alors le coup d'État qui vient de se passer, il faut le dire clairement, il ne faut pas utiliser d'autres termes, comme vous l'avez dit, c'est un coup d'État, puisqu'on a utilisé la force pour déloger un président et un gouvernement. Est-ce qu'il était prévisible? Ça dépend de chacun et de quel niveau d'information on avait. Moi, je ne pouvais pas dire qu'il était prévisible parce que moi, je n'avais pas d'informations. C'est d'ailleurs après qu'on a vu beaucoup de révélations. Ces révélations-là sont d'une partie. L'autre partie, on ne l'a pas encore entendue. Donc, on ne peut pas exactement juger et trancher si c'était prévisible ou si c'était opportun ou pas. Mais ce qui est important à souligner, je ne sais pas si le débat va nous le permettre, il n'est pas normal que dans un processus de reconstruction, qu'on continue perpétuellement à utiliser la force. Ça, c'est une position qui est très claire et qu'il ne faut pas, mais il y a des explications qui peuvent justifier ou pas les aspects. D'accord. Docteur Kassoum Djire, est-ce que selon vous, c'était prévisible la déstabilisation des institutions du pays? Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora qui nous suivent. Ce n'est jamais prévisible. Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale. Donc les gens peuvent s'y attendre à n'importe quelle chose. Mais ce qui est sûr en ce qui nous concerne en tant qu'EMK, en tant que M5 RFP, on était au courant de rien. Et d'ailleurs, on était surpris voilà, que nous soyons appelés à Koulouba. C'est quelque chose que personne ne souhaite. Mais comme il l'a dit, docteur, ça n'a pas commencé par le Mali. Tous les grands pays ont connu leurs moments difficiles et aujourd'hui je pense que c'est une situation de stress, c'est-à-dire une réaction anormale devant une situation que nous on peut dire que n'est pas aussi normale. Donc les Maliens, je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas être là, que c'est un coup d'État, un coup de force, une rectification. L'essentiel c'est de se concentrer sur l'essentiel, qui est le Mali. Qu'il y ait l'union sacrée autour du Mali et d'ailleurs quelque chose qui a été vraiment dit par la communauté internationale, par la CEDEAO et qui nous demande de nous donner les mains, de fédérer les Maliens pour que les Maliens puissent sortir de cette situation.
D'accord. Monsieur Nyanga, vos deux prédécesseurs, pour eux, ce n'était pas du tout prévisible. Est-ce que vous partagez leur avis? Je ne partage pas du tout leur avis parce que le coup était à la fois curieux et prévisible. Curieux en ce sens que il y a juste quelques mois, ce sont ces mêmes militaires qui avaient mis en prison des leaders politiques, des chroniqueurs radio, des jeunes administrateurs, des jeunes cadres du pays, sous le prétexte fallacieux qu'ils voulaient déstabiliser la transition. Et que quelques mois après, sinon quelques semaines après, que ce soit les mêmes militaires qui déposent le président et son gouvernement, c'est quand même curieux. Alors, je disais tantôt que c'était aussi prévisible parce que ce coup d'État est le fait d'une préméditation. Depuis le coup d'État du 18 août, la junte voulait la présidence. Et il a fallu la pression de la CEDEAO pour qu'elle puisse céder temporairement. Et alors là, ils sont allés chercher Bandao en créant un poste de vice-présidence. Et la CEDEAO avait vu le jeu. Voilà pourquoi la CEDEAO avait dit le vice-président ne peut en aucun cas remplacer le président en cas d'empêchement. La junte a dû passer par 1000 chemins avant de donner la version officielle de la charte qui indique clairement que le vice-président ne pouvait pas remplacer le président de transition en cas d'empêchement. Cela veut dire déjà qu'il y avait une idée derrière. Et malheureusement, c'est ce qui est venu. Ils ont guetté l'occasion pour charger le président, le taxer de tout et passer maintenant à l'acte soi-disant que le président Bandao était un pro-russe et un pro-français, qu'ils étaient pro-russes, qu'ils avaient acheté des armements en Russie et que c'est ce que le président n'a pas du tout voulu. Patati patata. Donc c'était bel et bien prévisible et c'est le fait de la préméditation. D'accord. Il y a le président Youf Tchange Formali qui vient de nous rejoindre. Monsieur Cheikh Omar Doumbia, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Le président est en retard. Hein? Tout à fait. D'accord. Première question pour vous, Monsieur Doumbia. Est-ce que selon vous, le coup de foire c'était prévisible? Je ne pense pas. Je pense que et à la fois les autorités politiques de l'époque et à la fois, on va dire, le personnel militaire impliqué se sont retrouvés au feu des circonstances. Je pense que lorsque deux différentes tendances sont en train de gérer, on va dire, l'essor d'une nation, le travail ensemble avec des divergences de vues peut toujours laisser paraître des possibilités de rupture, de fissure ou de division, mais à arriver jusque, comme on l'a dit dans le communiqué, à la mise hors prérogative du Premier ministre et du président de la transition, je ne pensais pas qu'on arriverait là. Alors, est-ce que selon vous, c'est un coup d'État, coup de force ou un remaniement technique? En réalité, à l'heure actuelle, j'évite d'utiliser ces termes-là. Pourtant, vous étiez au effectivement, j'étais l'une des premières personnes qui a décidé réellement qu'il faut condamner et qu'il faut s'opposer à cela. Mais à un moment donné, on a le choix entre des principes, la réalité et l'avenir. Et aujourd'hui, je pense qu'en tant que Maliens, nous avons le devoir de faire le choix de l'avenir. Et le choix de l'avenir aujourd'hui, c'est de se dire que quel que soit ce qui s'est passé, il est important pour nous aujourd'hui de se serrer les coudes, quelles que soient nos divergences d'opinion, quelles que soient nos divergences de principe, de se serrer les coudes pour sortir ce pays de là. Et ça fait qu'on a très peu de temps pour réellement débattre des questions de principe ou de voir quel raisonnement prend le dessus sur quel autre raisonnement. D'accord. D'accord. Docteur Kassoum, est-ce que c'est un coup d'État ou encore un remaniement technique, selon vous? Hein? C'est ce que je disais aujourd'hui. Moi, je pense que quand on rentre dans des débats comme ça, on va peut-être passer le temps parce que nous sommes dans une situation anormale. Nous sommes dans une transition. Les Maliens ont déposé leur confiance sur cette transition. Donc pour moi, le plus important, c'est de voir, c'est de mettre le Mali au-dessus de tout ça. Comment sortir de cette impasse? Parce que je peux te dire que
Franchement, nous sommes au niveau du M5 peut-être les plus frustrés. On le sait. Mais aujourd'hui, appeler les M5, c'est pas parce que le M5 est super homme que les autres partis politiques et autres. Mais tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, ils ont compris les critiques du peuple malien qui dit vraiment on doit faire le changement avec les acteurs du changement. Les acteurs du changement commencent par le M5, depuis le mouvement du M5 et d'autres partis. Donc aujourd'hui, moi je pense que Assimi Goïta a compris beaucoup de choses. Il a commencé à dialoguer avec les Maliens. Il a appelé les autorités politiques, la société civile, les religieux, les jeunes. Et je cite bien en ces mots que l'avenir du Mali, c'est la jeunesse. Il faut qu'on plante des arbres et qu'on attende que d'autres en profitent de ces arbres. Ce n'est pas nous. Moi, j'ai bien retenu ça. Ce n'est pas pour faire, c'est-à-dire l'avocat de quelqu'un. Mais moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui... Vous n'avez pas aujourd'hui... répondu à ma question. Est-ce que c'est un coup d'État, un coup de force ou un remaniement technique comme... Je dis bien, moi je pense que ce qui s'est passé quand on prend les termes comme il le faut, on peut dire que c'est un coup de force, on peut dire que c'est un coup d'État. On peut le dire. Chacun est libre de donner ses explications. On va revenir à vous. Et comme démocrates, politiciens, ils sont obligés, par principe, de condamner. Je comprends les politiques, c'est normal, nous sommes en démocratie. La même question pour vous, docteur Papa. Alors, il est difficile de trancher directement, mais il faut qu'on reste dans des principes pour pouvoir se positionner d'abord. Il y a deux choses, il y a les faits et il y a qu'est-ce qu'on fait de ces faits-là. Moi, je suis d'accord que ce qu'on fait de ces faits, on peut aller dans le réalisme, on peut aller dans l'opportunité de saisir, oui ou non, la chose et la transformer en chance. Mais le fait en tant que tel, qu'est-ce qu'il est? C'est un coup d'État. Lorsqu'on prend des armes et qu'on amène quelqu'un de force pour le démettre de ses prérogatives, ce fait-là, c'est un coup d'État. En tant que tel, parce qu'il n'a pas volontairement choisi de démissionner, il n'a pas volontairement dit, bon voilà, il y avait d'autres voies. Il y avait d'autres voies pour discuter, échanger, trouver des formules. Mais on utilise l'argument que nous avons. L'argument que moi j'ai dans une situation difficile, ce n'est pas l'arme, parce que moi je n'ai pas cet argument-là. L'autre, son argument pour lui, c'est les armes. Et c'est ça qu'il a utilisé. Donc quand on utilise l'argument des armes pour dissuader ou pour transformer la trajectoire de quelque chose, ça s'appelle un coup d'État. D'accord, M. Nyang. Bon, je crois que les choses sont très claires, même si les événements du 18 août, certains ont refusé d'appeler ça un coup d'État. Une large partie de la classe politique également s'est abritée derrière la démission du président. Et chacun disait on prend acte de la démission du président. Quelle démission s'agit-il? Ça montre déjà les types de classes politiques que nous avons. Voilà pourquoi les militaires n'ont aucun respect pour ces politiques-là, parce qu'eux-mêmes n'auraient aucun respect pour eux, aucun respect pour les principes démocratiques qu'ils sont censés défendre. Les faits sont très clairs. Il y a un président de transition qui a prêté serment, reconnu par la communauté internationale. Il a un gouvernement civil reconnu par la communauté internationale. On les prend manu militari, on les force vers une destination qu'ils n'ont pas voulu, et on les place en dehors de leurs prérogatives. Il n'y a pas d'autre appellation que le coup d'État. Bon, chacun en fonction de ses intérêts en jeu peut faire des gymnastiques intellectuelles pour trouver les termes qui puissent vraiment camoufler cette bêtise de trop pour notre démocratie. A condamné? Nous avons vigoureusement condamné, et ça m'a d'ailleurs attiré des foudres. Certains disaient pourquoi ne pas m'arrêter, pourquoi ne pas m'agresser même physiquement. Il y a tout ceci. Nous, on n'hésite pas à condamner. Vous n'êtes pas le seul à condamner. Yelema a condamné. Yelema, je leur tire le chapeau, qui ont condamné sans ambiguïté, qui font partie d'ailleurs des rares partis politiques à avoir osé vraiment s'affirmer au nom de leurs convictions et de leurs principes. Mais le M5 qui était en train
d'appeler la malédiction de partis Dieu. politiques aussi ont condamné, tel que l'IRD aussi. L'IRD, bon, quel type de condamnation? Il faut bien lire le communiqué. Je crois que le M5, ce qui est encore plus blessant, le M5 qui appelait de tous ses voeux, tous les malheurs et toutes les bénédictions de Dieu sur ces colonels, et du jour au lendemain, le même M5, à la face du même Dieu, appelle ces colonels patriotes qui auraient procédé à une rectification de la trajectoire de la transition, entre guillemets, mais ils vont très vite déchanter face à la réalité des choses, quoi. D'accord. Nous allons donc revenir vers vous, M. Doumbia. Le Mali, depuis le dimanche, est suspendu de toutes les instances de la CEDEAO. Que vous inspire cette nouvelle décision de l'institution sous-régionale? Je pense d'abord qu'elle est justifiée. C'est une décision justifiée au vu des circonstances que nous vivons. La décision, elle est justifiée. Dans mes attentes même, j'étais dans l'attente de sanctions beaucoup plus fermes. Mais nous allons dire que... C'était un souhait, votre souhait? C'était pas forcément un souhait, parce que personne ne souhaiterait mettre son pays en difficulté. Mais il est aussi important que, comme on l'a dit, que nous apprenions nous aussi à respecter ce qui doit être respecté. Et ça, souvent, ça nécessite qu'on soit mis sous contrainte. Et c'est peut-être là qu'on s'était dit que peut-être que la CEDEAO donnerait un ton de fermeté pour qu'au moins les acteurs du 18 août, qui sont les mêmes acteurs des événements récents, puissent comprendre que peut-être leur mécontentement circonstanciel ne doit pas être un frein à l'évolution de l'État ou à l'évolution de la nation, qu'il ne s'agit pas pour eux de faire la pluie et le beau temps, mais plutôt de participer de façon raisonnable et de façon républicaine à la construction de la nation. Maintenant, cette suspension, elle est dangereuse. J'ai vu que les gens se réjouissent et se disent « Ah, oui, ce n'est qu'une suspension, c'est peut-être même une sanction de forme. » Mais lorsque vous n'êtes pas là et qu'on décide à votre place, il y a aussi l'IA qui est rentrée dans les jeux. Exact. Et je pense que, de mon analyse, je pense que ce qui est en train de se passer n'est pas fortuit. Je pense que l'UA, la position de l'UA, qui est un peu plus ferme que celui de la CEDEAO, nous met dans une situation aussi où il faut se dire qu'est-ce qui peut arriver d'autre. Est-ce qu'on ne tend pas vers l'isolement entier? Oui. D'accord, nous allons revenir vers vous, docteur Giré. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que un homme doit s'assumer et un pays doit s'assumer. On en a beaucoup d'exemples. Ceux même qui essaient d'isoler, ceux qui décident de faire des sanctions individuelles. Qu'est-ce qui s'est passé en Bolivie l'autre jour avec Evo Morales? Qu'est-ce qui se passe en Birmanie? 800 morts. Qu'est-ce qui s'est passé en Honduras avec Zelaya? C'est le président démocratique pas élu. C'est-à-dire, il faut comprendre dans tout ça la géopolitique et la géostratégie qui se joue aujourd'hui contre le Mali. Quand les Maliens comprendront que l'appel patriotique du M5 RFP de demain, ce n'est pas pour le M5, c'est pour le peuple malien, c'est pour symboliser que le peuple malien a décidé à jamais de se donner les mains et de vivre ensemble pour que cette fois-ci, plus jamais en République du Mali, on ait des situations comme ça. Il faut comprendre la communauté internationale est dans son jeu. C'est-à-dire l'organisation, c'est-à-dire l'unité africaine, aujourd'hui, va historiquement se faire juger. Parce que quand tu parles de l'unité africaine, la charte de l'unité africaine, elle a été écrite par le Mali. Aujourd'hui, si l'Union africaine vient c'est-à-dire nous parler aujourd'hui de démocratie, où était cette unité africaine quand on égorgeait des femmes et viscérait des femmes? Et s'il y a une violation des textes pour l'unité africaine? Pour ne pas violer les textes, il faut qu'on parle des textes.
La démocratie... Est-ce que le Mali n'a pas violé les textes avec ce coup de force? Les textes ont été toujours violés parce qu'en réalité, nous sommes en démocratie, mais nous travaillons en démocratie. Parce que la démocratie, c'est le droit à la vie, c'est le droit à la santé, c'est le droit à le droit c'est-à-dire de s'exprimer. Mais on a remarqué qu'il y a 10 ans, 20 ans ici, ces droits-là ont été mis à côté. C'est ce qui justifie au fond aujourd'hui la crise malienne. La crise malienne, au fond, c'est dû à l'injustice sociale. C'est pour cela que les hommes pensent qu'avec les armes, ils peuvent se rendre justice. Donc moi, je pense qu'on doit sortir de ça. On doit faire des débats de fond. On doit parler du Mali. Parce que personne ne va faire le Mali à la place des Maliens. Si les 4, tous les Maliens se donnent les mains à la place de l'indépendance, pas parce que c'est le M5 qui a appelé, pour réaffirmer. Et si les Maliens doivent dire ce qui s'est passé, oui, c'est pas bien, mais allons-y par là. C'est ça le bilan dont on parle. D'accord. Docteur Papa, quelle lecture faites-vous de la décision de l'institution sous-régionale? La lecture, elle est simple en fait parce que l'institution sous-régionale était là depuis le début de ces crises-là. Donc elle connaît les tenants et les aboutissants, elle connaît l'historique de tout ça. Je pense qu'ils ont tenu compte de l'enjeu. Ils connaissent les enjeux en fait de cet événement-là. Et les enjeux, pourquoi ne pas en parler un tout petit peu nous-mêmes? Parce que les enjeux, c'est quoi? Assimi a agi selon ce qu'on peut comprendre vraisemblablement pour la survie. Parce que tout simplement, il y avait certainement certains qui avaient des bataillons qui pouvaient riposter et on allait se retrouver dans des confrontations entre factions de l'armée. Et c'est cet enjeu-là certainement qui a dû convaincre les décideurs au niveau de la CEDEAO pour comprendre qu'il fallait lui laisser gérer et calmer les tensions. Si on va dans ce sens-là, on peut dire que lui, il a agi en militaire avisé pour éviter ces tensions-là. Mais l'autre camp qui était prêt à agir dans la violence, c'était un camp qu'il faut condamner. Parce qu'eux, ils ont fait partie d'un mouvement qui sont allés déloger un président élu, qui n'a pas pourtant riposté avec des armes pour tuer, pour créer des tueries entre Maliens. Donc si vous, parce que vous avez un poste ou deux qui va être... on va vous déposséder d'un ou deux postes, on peut servir le Mali dans plusieurs domaines. Il pouvait rester là comme conseiller, il pouvait rester là dans l'état-major de je ne sais quoi, mais il y avait beaucoup de formules pour qu'ils continuent d'aider ces transitions sans être forcément ministre. Donc eux là, on les blâme et on va continuer à les blâmer. Et on va, comment dire, le bénéfice du doute, on va l'accorder à Assimi qui dit qu'il a agi pour éviter un bain de sang, en attendant de connaître davantage des informations. Mais ce sont ces informations-là que la CEDEAO a sans doute analysées et s'est rendu compte que Assimi a bien fait d'agir comme ça parce que ça allait créer d'autres crises. Maintenant, les sanctions en tant que telles, c'est vrai, on pense que c'est plus léger, évidemment. À deux mots, il y a le moindre. On a aujourd'hui moins de mal que s'il y avait des sanctions économiques. C'est clair, les institutions de la CEDEAO, on sait très bien qu'elles ne fonctionnent pas régulièrement déjà. Donc si nous, on n'y fait pas partie, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut impacter directement. Mais ce qui est important de dire, c'est que le Mali aujourd'hui fait partie d'un dispositif sécuritaire du Sahel. Aucune discussion sérieuse sur ces questions ne peut se faire sans le Mali. Le sommet passé, par exemple, si vous prenez l'exemple, officiellement, Assimi ne faisait pas partie des chefs d'État qui étaient là. Mais pourtant, le Mali était là. Donc moi, je voudrais vous dire tout simplement qu'on va continuer à être là dans les forats. Mais on ne sera pas officiellement là. Mais il y a des sujets qui ne pourront pas se débattre sans le Mali. D'accord. M. Nyang. Je pense que le fait de dire que le Mali a été sanctionné, c'est mal analyser la situation. Il n'y a jamais eu de sanctions. Ce qu'on est en train d'appeler sanctions n'est pas plus, pas moins que de l'hypocrisie de la communauté internationale. La question est toute simple. D'un côté, on dit qu'on suspend le Mali. On ne fait pas cas du putschiste qui s'autoproclame président de la transition en violation des textes de l'Union africaine et de la CEDEAO. C'est comme si on condamne les crimes et on couronne les criminels. C'est quand même hypocrite ça. Et de l'autre côté, on appelle même les partenaires internationaux
les instances internationales à continuer d'aider le Mali pour que la transition puisse être menée à bon port. Où est la sanction finalement? Par rapport à ce que les gens sont en train de dire, le Mali est sanctionné des instances de la CEDEAO, de l'Union africaine, et que les débats vont se faire sans le Mali. Là également, c'est se tromper lourdement. Ce n'est que la forme. D'ailleurs, quelles sont les décisions sérieuses sur le sort du Mali ou du Sahel qui sont prises au niveau de la CEDEAO ou de l'Union africaine? C'est plutôt au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Le renouvellement des mandats de l'aménagement, c'est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Le déploiement des Barkhane, c'est au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, il dit qu'il n'y a aucune décision importante. Même l'initiative du G5 Sahel est liée quand même à l'ONU, qui refuse toujours de mettre sous le chapitre 7 parce que les États-Unis s'y opposent fermement. Bien que ce soit une initiative nous concernant directement, faite par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors, moi je pense que, et si malgré tout on nous dit que, etc., moi je trouve tout simplement la CEDEAO, la France, étaient tous derrière ce deuxième coup d'État. Est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas fait barrage à la CEDEAO? Parce qu'on a vu le président Emmanuel Macron qui a convoqué cette réunion et il a envisagé de faire des sanctions ciblées. C'est là également, mais qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? C'est là également vous allez voir tous les paradoxes et toute l'hypocrisie de cette France. La raison est toute simple. La France qui, sur les médias, parle des sanctions et au niveau du Conseil de sécurité ne demande même pas des sanctions. À plus forte raison être contrarié. Et du début de cet événement à maintenant, est-ce que vous avez vu un seul chef d'État de la CEDEAO ou de l'Union africaine s'est prononcé contre ce qui est arrivé? C'est-à-dire le deuxième coup d'État. Aucun d'entre eux ne s'est prononcé. Jusqu'au sommet extraordinaire. Donc vous voyez qu'ils étaient au courant de ce qui se déroulait. Et la France est bel et bien commanditaire de ce deuxième coup d'État. Peut-être les discussions vont en venir. C'est la France qui menace de retirer ces 5000 soldats du sol malien. Mais est-ce qu'elle avait besoin de brandir des menaces? Elle pouvait quand même retirer ses troupes. Tout ça, c'est des effets d'annonce qui sont là. Et sinon, derrière, absolument rien. Ça traduit tout simplement l'hypocrisie de la France et de la communauté internationale. D'accord. Monsieur Cheikh Oumar Doumbia, le Mali est suspendu de toutes les instances de la CEDEAO. Quelles répercussions sur les pays selon vous? Déjà, moi je pense qu'il faut éviter de décider de comment les choses se font à la place des décideurs. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque une institution dit que bon, vous n'êtes plus là, on considère qu'on n'est plus là et on agit selon ce qui nous a été dit. Je pense qu'on ne peut pas jouer la vie d'une nation sur des hypothèses. On ne peut pas s'asseoir, penser que peut-être c'est la France qui est derrière. Tel chef d'État n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, donc c'est forcément ça. Et penser la vie de la nation sur ce qu'on peut appeler de l'imaginaire. Non. Aujourd'hui, on est suspendu, clair, carré, top. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir? Ça, c'est la question primordiale pour moi. On va minimiser la CEDEAO, banaliser la situation. Nous vivons dans un monde mondialisé, globalisé. Et les gens ont beau dire, mais nous sommes un État continental. Et lorsque les gens nous isolent, à un moment donné, c'est intenable pour qui le veut ou pas. Les États les plus forts au monde font partie d'institutions de ce type pour assurer leur survie. Les États-Unis dont on parle, qui seraient en train même de bloquer l'attribution à l'article 7, fait partie de l'OTAN. Il y a les traités du nord-américain. Nous sommes dans un monde où les États fonctionnent en communauté et il est important aujourd'hui que le Mali apprenne. Parce que c'est ce qui a manqué et c'est ce qui nous cause tous ces torts. C'est qu'on a toujours été des récalcitrants diplomatiquement. On a toujours décidé
de faire sans tout le monde, mais à la fois faire avec tout le monde. C'est nous qui disons, on ne veut pas de cette France, on ne veut pas de cette CEDEAO, on ne veut pas de ci, et à la fois, on les implique dans tout ce que nous faisons. Donc, à un moment donné, il faut avoir le courage d'avoir une ligne de conduite définie. Et notre ligne de conduite aujourd'hui, c'est que nous faisons partie de cette communauté. Il faut l'accepter. C'est un fait. Nous vivons, quand on parle de géopolitique, il l'a mentionné, géopolitique, géostratégie. Ça, c'est la politique dans la géographie. Ce n'est que ça. Les gens nous bernent maintenant. Tout le monde veut passer pour l'expert en disant géopolitique. On dit que c'est la politique géographique. Si, ça a un effet. Si je ne suis pas là où on décide, c'est qu'on décide à ma place. Ça, c'est l'effet le plus grand. C'est la politique de la chaise vide. Je pense qu'en réalité, je pense qu'en réalité, il faut comprendre le fait aujourd'hui que si le Mali n'est pas là-bas, Assimi est allé, il est allé. Tout le monde, même ceux qui parlent aujourd'hui, ont retenu leur souffle en attendant ce qui allait être dit. Si les gens aujourd'hui se réjouissent du fait que des sanctions économiques n'ont pas été prises, c'est que ce qui est dit là-bas a une importance. Si ce n'avait pas d'importance, il n'allait pas dire que c'était de l'hypocrisie. S'il n'était pas conscient du fait que, la CEDEAO pouvait porter un danger plus grand que ce que la CEDEAO allait porter, on n'allait pas voir la CEDEAO sous ce angle-là. Aujourd'hui, l'avenir de ce pays ne dépend pas des questions d'ego et de zèle. Il ne suffit pas de se taper la poitrine, se dire il faut s'assumer, il faut aller dans ce sens. Nous avons des intérêts et nos intérêts souvent dépendent de nos pays voisins parce que nous sommes un pays continental et je le rappelle qui est très important économiquement. Si nous ne pouvons pas collaborer avec les nations autour de nous, à quoi bon? Il faut peut-être la quitter. Mais tout le monde sait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous allons donner la parole à Dr Kassim Djiré. Mais avant, est-ce que vous êtes en colère? Non, pas du tout. D'accord. Dr Kassim Djiré. Et mon collègue a parlé de la politique de la géographie. Vous savez que c'est ce que je disais l'autre jour. Pour faire de la politique, il faut d'abord connaître les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Je te parle de ça parce que j'ai dit aujourd'hui, comme l'a dit Tiken Diafakoli, ils ont divisé le monde à notre insu. Prends Haïti, je te donne le Congo. Prends Israël, je te laisse le Pakistan. Aujourd'hui, pour que tu parles de politique, pour que les gens te comprennent, je vais te donner un exemple. Toi, tu penses que des États viennent te défendre ta sécurité. Un pays, par principe, son État d'abord, c'est la défense. Le budget des États-Unis dans la défense, ça peut prendre l'Afrique occidentale. 600 milliards de dollars. C'est pour te dire. Non, je t'explique. Parce que quand tu vis, c'est d'abord parce que tu te défends. Mais aujourd'hui, notre défense est sous-traitée. C'est dit à quoi? Parce que quand on venait en Afrique, on avait dit qu'on allait venir pour nous civiliser. On a compris ce qui s'est passé. On nous a colonisés. On nous a fait parler le français. On nous a fait quitter notre dambé, notre culture, la chose la plus sacrée d'un homme. Après, on a vu que ça ne marche pas. On dit qu'il faut la démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. Et pour le peuple. Mais il faut d'abord l'exercer. Il faut comprendre comment marche la démocratie. Le principe numéro 1 de la démocratie, c'est la séparation des trois pouvoirs. Je reviens encore. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu remarques? On ne parle que de terrorisme. George W. Bush, vous vous rappelez aux attentats de 2001, le 14 septembre, le 11 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? On n'en vient pas sur ça. C'est ça que je t'appelle la géostratégie et la géopolitique. Nous devrons accepter ça aussi parce que c'est de ça vivent d'autres nations. Mais on ne peut pas dire aux autres nations que nous voulons leur aide, mais on ne veut pas distribuer ce que nous avons. Ça, c'est un. De deux, 25 000 hommes au Mali, 3 000 terroristes. Durant plus de 10 ans, jusqu'aujourd'hui, tu n'as qu'un tiers de ton territoire. On ne demande pas aux amis du Mali de partir, jamais. On demande aux amis du Mali d'avoir plus de résultats. D'accord. Donc c'est de ça que je parle. Maintenant, pour revenir à ta question. Que le Mali ne va pas le faire seul. Non, non. Personne n'a parlé que ceux qui pensent que le Mali peut faire
La politique seule, c'est impossible. Parce que le monde est on ne va pas y arriver seul. Répondez à ma question, est-ce qu'il y aura des répercussions sur les pays? Je dis bien, lorsqu'il y a sanction, le fait même de sanctionner le Mali, ça veut dire quoi? Toutes les instances, tous les pays du monde ont les yeux braqués sur le Mali. Tout le monde parle du Mali. Ça, c'est pas bien. C'est cause pour laquelle, je répète encore, pour sortir de ça, sortons des débats des gens, des débats des institutions, rentrons au fond. D'accord, mais justement, le thème même, c'est sur la suspension du Mali, de la CEDEAO, des instances de la CEDEAO. Docteur Papa Oumar Traoré. Le débat, il est très intéressant parce que on est en train de faire un peu de cours de géopolitique en même temps qu'on fait le cas du Mali. Mais moi, je reste au Mali et je reste dans les faits. Dans les thèmes. Et on n'est pas réellement des personnes qui se réjouissent de ces sanctions-là. C'est différent en fait. C'est-à-dire qu'on s'attendait à pire. Et quand on a eu ça, on s'est dit, bah, ouf, on est soulagé. Pourquoi? Parce que les sanctions économiques ont plus d'impact sur le fonctionnement d'un pays et sur le fonctionnement du Mali en général. Donc on ne se réjouit pas d'avoir été sanctionné, mais nous disons merci à la CEDEAO d'avoir compris les enjeux et de s'être limité à ces sanctions qu'on va appeler diplomatiques. On ne peut pas dire que les sanctions sont sans effet, mais si on est réaliste, on va se demander quel effet direct ces sanctions peuvent avoir sur le Mali dans les 10 mois à venir. Moi, je ne rentrerai pas dans ces débats-là, mais je crois qu'il y a très peu d'effets clairs et nets qu'on va ressentir. En fait, on a juste constaté les faits, on les analyse et on se projette. Une fois qu'on a fini l'analyse, on se rend compte que ces suspensions-là n'auront pas réellement d'impact réel sur le fonctionnement de la transition au Mali. C'est pourquoi la CEDEAO a ajouté « nous allons accompagner la transition ». Il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. En plus des sanctions de ces institutions qui sont, on les connaît tous, mais on a dit on va accompagner la transition. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'accompagner la transition malienne jusqu'à la sortie pour aller à des élections. Le Mali n'est pas un pays récalcitrant. Le Mali n'est pas un pays à part par rapport à ces petites fautes antidémocratiques. On connaît tous les chefs d'État de la CEDEAO, comment chacun est dans son pays, comment il se comporte et combien de fois la CEDEAO a dû faire le réalisme au lieu d'aller sur les principes. Mais pourquoi pas pour le Mali? Ils l'ont fait ailleurs, moi je ne citerai pas de nom. Dans tous les cas, c'est dans le réalisme qu'on se rend compte qu'est-ce qu'il faut maintenant, cette fois-ci. Dans nos pays, les institutions sont faibles. Il faut le reconnaître, c'est un constat. Et dans notre sous-région, c'est pareil. C'est cette faiblesse des institutions qui fait qu'on a toujours 2 poids, 2 mesures. On a un niveau aujourd'hui où on va juste aller sur les faits, les constater. La projection, on va la faire et en fonction de ça, on va soit sanctionner lourdement, soit pas. Et en fonction de l'impact ou encore de la place que cette nation a dans un dispositif global. Donc je suis d'accord avec vous que le Mali n'est pas un pays isolé, raison pour laquelle j'ai pris l'exemple du sommet extraordinaire qui vient de se passer. Assimi n'était pas invité officiellement, vous l'avez vu sur les photos officielles, il n'était pas dessus, mais pourtant Assimi était là. On ne peut pas parler de la sous-région ouest-africaine sans le Mali. On ne sera pas officiellement là, mais on sera là. D'accord. Monsieur Nyang. Je pense que tout ça, que les gens sont en train de se donner de la peine pour rien, quoi. La CEDEAO a pris des sanctions qui quand même font rire. Donc pour ne pas dire qu'il n'y a même pas eu de sanctions. Vous l'avez tous dit, on suspend le Mali. Est-ce que ce n'est pas pour faire comprendre aux autorités maliennes qu'il est urgent de retourner à l'ordre normal? Et déjà, la gente est en train de dire que le délai même imparti pour la transition n'est pas tenable et qu'il faut d'ores et déjà prévoir la prolongation de la transition. Donc déjà, s'il y avait sanctions, on serait là en train de craindre les conséquences des sanctions que de penser déjà à ce qui avait été dit clairement par la CEDEAO comme la ligne rouge, qu'il faut strictement observer. Donc la réponse est devant tout le monde, quoi. Je suis quand même étonné de voir mon ami sortir sur le boulevard même. Moi, je ne suis pas allé jusque sur le boulevard pour condamner le deuxième coup d'État et aujourd'hui venir tenir un tel langage sur le plateau d'Africa, c'est quand même extraordinaire ça. Personne n'a demandé
qu'il faut défier la CEDEAO et autres. Personne n'a demandé ça. Personne n'a dit autre chose. La CEDEAO est dans son rôle. Sauf que la CEDEAO a violé ses propres textes pour des raisons qui lui sont propres. Parce que on a vu, tout le monde a vu le jeu de la France dans cette histoire. Si on devrait appliquer même la loi malienne, ce que ces gens ont fait est un crime. Donc des criminels. Ils doivent être jugés conformément à la législation nationale pour crime quand même. Ça, on n'est même pas au niveau de la CEDEAO d'abord. Ils vont demander une amnistie pour ce deuxième coup d'État. Et mais si la CEDEAO aussi ouvre la porte à l'impunité, on couronne même cette impunité. C'est comme si désormais, dans notre espace, le coup d'État n'est plus un crime, ce n'est plus condamné. N'importe qui peut se lever n'importe quand pour aller déposer un président. D'accord. On va évoluer rapidement puisqu'on est un peu pris par le temps. Monsieur Doumbia, comment vous expliquez aujourd'hui le silence de cette même CEDEAO sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait d'Assimi Goïta le président de la transition, ou bien il n'y avait pas d'autres possibilités pour l'institution? Il y avait beaucoup de possibilités. En fait, aujourd'hui, moi je fais une lecture différente de ce que les autres sont en train de faire. Je pense que ce que la CEDEAO fait n'est qu'une partie de ce que la CEDEAO planifie de faire. Je pense que cette suspension, c'est tactiquement refuser qu'Assimi soit leur interlocuteur. Ça, c'est la lecture que j'en fais. Aujourd'hui, la CEDEAO ne veut pas d'Assimi Goïta comme interlocuteur. C'est pourquoi ils l'ont effacé du sommet. À mon avis, ma compréhension des faits. Donc, ils vont dire que nous suspendons le Mali des institutions jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel revienne. Lorsque l'ordre constitutionnel revient, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus leur interlocuteur. En fait, je pense que cette sanction est beaucoup plus une sanction ciblée que toute autre chose. Donc vous voulez dire que c'est un piège? Je suis convaincu de cela. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'éléments pour le prouver, mais je vais laisser le temps s'exprimer. Et je suis convaincu. Et regardez, la CEDEAO a fait un pas en disant nous vous sanctionnons. Et jusqu'au 22 février, jusqu'à ce que les élections soient faites. Sans le retour de l'ordre constitutionnel, vous n'êtes pas là. L'UA est venu juste après pour dire quoi? Que oui, vous êtes suspendu encore ici, mais avec le ton de l'UA est un peu plus sévère. Et qu'est-ce qui va se passer? Un pays comme le nôtre, qui se retrouve isolé, que va faire Assimi Goïta? Que va faire le leadership national face à cette isolation? Et aujourd'hui, c'est surtout ça la question. Les fronts sur lesquels nous nous sommes lancés, les débats que nous avons aujourd'hui, même pour parler de l'accord de paix. Si nous sommes suspendus de l'UA, l'UA a joué son rôle. Des pays africains ont contribué dans l'accord de paix, dans la mise en œuvre, dans la mise en place. Le G5 Sahel qui a été évoqué. Des pays africains sont impliqués. Je pense qu'aujourd'hui, les gens pensent que ils ont compris que peut-être j'étais dans la défense de ces gens-là. Je ne suis pas dans ce... Moi, je me rends compte que ce pays est en fait pris au piège. Je n'ai pas changé de langage en fait, c'est ce qu'il veut faire croire. Mais je me rends compte que ma nation est prise au piège et aujourd'hui mon réflexe le plus patriotique, c'est de venir à son chevet. Au lieu de rester coincé dans une lutte contre une junte ou quoi que ce soit d'autre, aujourd'hui la question pour moi, c'est comment est-ce qu'on sort le Mali de là. Et à cet effet, il y a quelques propositions que j'aimerais soumettre. On va venir aux propositions de solutions puisqu'on est pratiquement au terme de l'émission. Pour ajouter, je pense, et je le conseille aujourd'hui, le choix du Premier ministre va être capital. Lorsque le Premier ministre fera son apparition, lorsque le gouvernement fera son apparition, la CEDEAO va prendre une nouvelle position. Ça, c'est ma prédiction, c'est mon pronostic le plus élevé. Si demain, ils ont un interlocuteur civil, investi dans quelconque pouvoir gouvernemental, ils vont commencer à discuter avec cette personne-là. Et quand ils vont commencer à discuter avec cette personne-là, cela nous met dans le risque encore que nos hommes en uniforme puissent se retrouver mis à l'écart de nouveau. Mais je suis certain que tout ceci n'a un seul but, c'est de faire en sorte que Assimi et ses compagnons ne soient pas l'interlocuteur de la CEDEAO. Est-ce que vous partagez l'avis de M. Doumbia? Bon, en une partie oui, mais à l'essentiel oui, qui est de mettre le Mali au-dessus de tout. Cause pour laquelle moi je pense que la seule solution face aux institutions internationales, c'est le peuple.
C'est le peuple malien qui doit comprendre que demain, le peuple doit rendre légitime cet accord. Parce que cet accord, Assimi Goïta a parlé avec toutes les légitimités au Mali. Les hommes politiques dont on parle, ils sont tous partis à Koulouba. Les religieux, tout le monde, les jeunes. Et personne ne lui a dit que nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est un. De deux, pour vraiment traduire ça en acte, moi je pense, je vais demain à la manifestation demandée par les militaires et demandée par le M5. Ce n'est pas parce que je suis M5, mais c'est pour montrer à la communauté internationale, comme ce qu'ils ont demandé, de soutenir ces acteurs pour que les Maliens puissent montrer au monde qu'ils se sont donné les mains. Voilà le premier message que moi je pense. Deuxième message, il ne faut pas rentrer dans les défis. Il ne faut pas rentrer dans qui est en train d'organiser. Nous sommes devant le fait accomplir. On a fait une première erreur. Oui, manipulé par des mêmes Maliens. Mais chaque fois, on parle des autres. Aujourd'hui, on est sorti de ça. Aujourd'hui, ceux qui m'aiment, parce que les hommes politiques, je prends directement l'exemple du M5, qui disent que oui, la transition, nous, on a toujours dit que la transition est le fils, est la fille, pardon, du M5 RFP. Nous allons exiger à ce que cette transition soit rectifiée. Mais si nous devrons dénoncer n'importe quelle chose, nous allons le faire aussi. Mais si aujourd'hui, ces mêmes hommes politiques, ces mêmes sociétés civiles, nous taquinent d'opportunistes, non, c'est qu'il y a des hommes, la solution c'est le Mali, mais sans arrogance, ni en dénonçant les autres, comme disons que c'est la France, c'est les États-Unis. Le Mali là, c'est nous. Et le Mali ne serait que ce que nous en décidons. D'accord. Docteur Papa Oumar Traoré, comment vous expliquez le silence de la CEDEAO sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait d'Assimi le président de la transition malienne? Je crois qu'ils n'ont pas ignoré cet arrêt-là. Peut-être qu'ils n'ont pas parlé dessus, mais cet arrêt a été capital à mon avis pour ne pas aller dans des sanctions contre un pays souverain dont les institutions judiciaires ont quand même légalisé un président. Parce qu'il est important qu'on sache qu'avant l'arrivée d'Assimi, cette Cour constitutionnelle avait déjà décidé que c'était lui le président de la transition. Une CEDEAO ne peut pas dire vous êtes souverain, votre institution judiciaire a légalisé le président, mais nous, on n'est pas d'accord. C'est vrai, la CEDEAO est dans une pédagogie. Cette première phase de sanction, je peux dire ça comme ça, peut être là jusqu'à la fin de la transition, mais elle peut évoluer. L'évolution dépendra de ce que nous, on va faire d'abord. La CEDEAO nous dit, attention, on n'est pas totalement amis avec vous, mais on va vous accompagner. Le but ultime, c'est quoi? La CEDEAO, avec tous les partenaires, ont décidé qu'avec le Mali d'ailleurs, que cette transition, c'est 18 mois. C'est ça le cap pour la CEDEAO. Tout le reste, c'est des détails. La CEDEAO veut qu'à l'issue des 18 mois, on aille aux élections. Ne veut pas dire d'emblée, ok, Assimi est président, on est d'accord, on y va, quand vous voulez. Ils vont mettre un bâton au-dessus de notre tête pour nous dire quand même, agissez, on va vous accompagner. Il y aura des mécanismes d'évaluation. Ils vont être sûrs qu'on est en train d'aller vers des élections pour la fin des 18 mois. Une fois que cela est, je ne pense pas que la CEDEAO va faire d'autres sanctions supérieures ou plus lourdes que ça. Mais il est important quand même de comprendre qu'ils ont compris les enjeux. Et les enjeux, il faut que nous nous approprions plus de ces enjeux que n'importe qui. Les enjeux aujourd'hui, c'est pourquoi je disais au début de mon intervention, il y a le fait et il y a ce qu'on fait de ce fait-là. Le fait, on l'a condamné et il est condamnable. On ne va jamais accepter que parce qu'on n'est pas content, qu'on se lève avec des armes et qu'on aille déloger un président. On ne va jamais l'accepter. Parce qu'il y aura toujours des mécontents dans la République. Et si chaque mécontent devait utiliser les armes, on n'en finira pas. Donc ce fait est classé, on l'a condamné et on l'a jugé. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut aujourd'hui que les Maliens se donnent la main. D'accord. Voilà. Monsieur Nyang. Bon, je pense que la réponse est toute simple parce que le principe est connu de tous. Qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que la CEDEAO est d'accord, prend acte de la désignation d'Assimi comme président. Maintenant, les raisons qu'on invoque souveraineté du Mali, ça c'est totalement faux. En Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle avait déclaré Laurent Gbagbo président. Ça n'a pas été accepté et il a été délogé manu militari. Au Mali également, après les législatives, la Cour avait déjà rendu son arrêt. Malgré tout, la CEDEAO a demandé
à ce que les 31 députés contestés soient remplacés. Donc on ne peut pas nous brandir cet argument aujourd'hui pour dire que non, la CEDEAO, la Cour avait déjà déclaré Assimi président et voilà, pour nom de souveraineté. De quelle Cour aussi il s'agit? La Cour constitutionnelle même qui est en place est illégale parce qu'elle est issue d'une forfaiture. Là également sous la pression de la CEDEAO. Et les M5 étaient dans la rue bien sûr, mais la CEDEAO aussi a demandé au président de dissoudre la Cour en violation de son serment et de la Constitution. Donc on nous brandit cet argument aujourd'hui pour justifier quoi que ce soit, ça ne tient pas du tout. D'accord. Nous arrivons pratiquement au terme de l'émission, me fait signe mon généralisateur Omar Sangaré. Dernier tour de table. Le temps file, il ne reste que 9 mois. Aujourd'hui, comment sauver la transition malienne? Je ne pense pas que, pour moi, la priorité, ce n'est pas de sauver la transition, c'est de sauver le Mali. C'est là où tout le monde se trompe dans le vocabulaire. Sauver la transition. La transition est Avant de sauver le Mali, il faut réussir la transition aussi. Ce n'est pas forcément comme ça que ça va se passer. La transition a ses objectifs assignés. Il s'agit de nous conduire aux élections, de faire des élections et on quitte là. Maintenant, il y a des urgences en cours qu'il faut gérer. Mais l'essentiel pour cette transition, la réussite d'une transition ne repose que sur la crédibilité des élections que nous avons à l'issue de cette transition. Moi, je pense que je ne tiens les dirigeants actuels qu'à ça. Faites en sorte que nous ayons des élections crédibles. Mais quelque chose de très important, en écoutant Abdoul Niang, c'est une inquiétude qui se crée. Aujourd'hui, nous n'avons certainement pas le temps de faire le procès de l'histoire du Mali. Nous n'avons pas non plus le temps de prendre une tournure de vengeance face aux colons, parce que ça aussi, ça existe. Les gens sont là dans ces questions de France, de ça a été fait ainsi, ça a été fait ainsi. Il est temps de rompre avec ça et de saisir l'opportunité qu'est la menace que nous avons. Et cette opportunité, c'est de changer le cap de cet État-là. Si nous ne changeons pas le cap de cet État et que nous restons coincés dans nos considérations ou que nous restons coincés dans les faits antérieurs, nous n'allons parvenir même pas à atteindre les élections, à plus forte raison sauver la nation malienne. Docteur Kafungire, on a l'impression que vous n'êtes pas dans votre assiette aujourd'hui. Ou bien c'est dû au fait que la les M5 est censé gérer la primature et c'est lourd de responsabilités. Ce n'est pas ça, parce que je suis très préoccupé, parce que je vois que malgré que les gens appellent à l'union sacrée, malgré que le Mali est menacé de partout, malgré que les Maliens n'ont pas de l'eau, les Maliens n'ont pas la santé, les gens continuent à accuser d'autres et penser que c'est eux qui vont résoudre le problème. Ça c'est un. Et de deux, je l'ai dit et je le répète, depuis le 14 juillet à la mairie centrale, on a dit de passer à une 4e république. La transition ne peut pas se faire presser. Parce que nous, on a demandé un nouveau Mali. Et durant la transition, il faut donner les jalons du nouveau Mali. Dans un pays que les 2/3 du pays sont pris par des hommes armés, dans un pays où les gens n'arrivent pas à se comprendre, mais maintenant, pourquoi on se presse pour des élections? Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'abord le Mali. Donnons-nous les mains, refondons notre pays, mettons des institutions fortes et non des hommes forts. Mettons les jalons du Mali nouveau et c'est comme ça qu'on pourra faire des élections crédibles. Mais si on se laisse faire par des pressions externes qui peuvent être discutées, quand on a la légitimité du peuple, moi je pense que c'est les Maliens qui feront le Mali et non les autres. D'accord. On est pris par le temps. En quelques secondes, comment sauver aujourd'hui la transition malienne? En quelques secondes. Comment la sauver? C'est comment sauver le Mali, comme il a dit. Mais quand on sauve la transition, on va penser qu'on est en voie pour sauver le Mali. Et il faut la sauver par l'union. Il faut qu'on soit tous derrière nos autorités qui sont... Malheureusement, cette union fait toujours défaut. Oui, il faut qu'on aille vers ça. Même si elle fait défaut, on va continuer à appeler de tous nos voeux à cette union-là. Il faut que cette transition soit capable de réussir cette union-là. Et lorsqu'on va la réussir, encore l'autre jour, Moussa Mara le disait, la vraie transition, c'est après les élections en réalité pour le Mali.
en ce temps-là, on ne peut pas régler les problèmes du Mali. La vraie transition, c'est le prochain président qui va la faire. Parce que c'est en ce moment qu'on va refonder le Mali, c'est en ce moment qu'on va donner les vraies orientations pour un nouveau Mali. D'accord. Voilà. Et M. Nyang? Il faut tout simplement un gouvernement représentatif, respecter strictement le délai de 18 mois, ce que la junte ne veut pas du tout. Essayer de prolonger la transition, c'est exposer le Mali à toutes sortes de risques, s'en tenir aux élections présidentielles et référendaires, laisser les autres réformes au nouveau président. Même les référendums peuvent attendre le nouveau président. Donc fixer les caps pour l'élection présidentielle, mettre en place un gouvernement représentatif. En ce moment, les Maliens vont se sentir concernés parce que les autorités de la transition vont faire. Mais pour dire vrai, moi je ne suis pas très optimiste, mais nous prions pour le Mali. D'accord. Merci quand même à l'équipe de réalisation conduite par une seconde, allez-y. Une seconde, c'était juste pour inviter les gens demain à la place de l'indépendance. D'accord. Sauf que l'émission c'est en PAD, la diffusion c'est le samedi à 16h30 sur Africable. Merci à la jeune équipe de réalisation dirigée par les Chinois Oumar Sangaré. On n'oublie pas également l'incontournable Bourama Soumano, l'enfant de Kati, Arnaud Kofi Yobou et tout le staff. Merci également à toute la rédaction de la chaîne panafricaine à travers la direction de l'information dirigée par monsieur Sekou Tangara, que j'appelle le mirage à la commande du bateau Les Gamins Noirs. Mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette émission consacrée à la suspension du Mali des instances de la CEDEAO. Que vous inspire cette décision de l'institution sous-régionale? Nos invités étaient monsieur Cheikh Oumar Doumbia, président Youth Change for Mali. Merci monsieur Doumbia. Merci à vous, Dr Mohamed Kassoum Diré, coordinateur national de la jeunesse et M5 RFP. Merci à vous également, Dr Papa Oumar Traoré Yelema. Merci pour toutes vos précisions. Merci à vous également, M. Abdoul Nyang, journaliste porte-parole de l'association Faso Nidambe. Merci pour toutes vos contributions. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ces numéros d'Agoraji. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la chaîne panafricaine. Au revoir, que Dieu sauve le Mali.